Bonjour, nous sommes le vendredi 26 septembre et je voudrais vous parler de ma passion pour les systèmes. Et j'ai publié il y a 30 ans les mathématiques divinatoires chez Très Daniel et la Grande Conjonction, avec une préface de Jean-Charles Pichon. Cet ouvrage correspond à un talent que j'ai, je crois, de savoir reconstituer les systèmes, de retrouver leur mode d'emploi, de retrouver leur cohérence. Je l'ai fait pour les demi-signes des planètes, les rapports planète-signes, et je l'ai fait pour toutes sortes de systèmes divinatoires comme la géomancie, le yiking, le tarot, la numérologie, etc. Et également, mon intérêt pour les langues va un peu dans le même sens, reconstituer la cohérence des langues, la systématique des langues, qui souvent d'ailleurs n'est plus visible, n'est plus apparente, et qu'il faut retrouver. C'est un peu délicat, parce qu'il s'agit de retrouver quelque chose qui n'est plus là, mais qui est quand même là, en germe, qui a laissé des traces de cohérence. Ce sont des traces de cohérence qui nous permettent de dire qu'il y avait une cohérence globale, et que cette cohérence s'est perdue. Donc c'est un art difficile, puisqu'il s'agit de reconstruire une cohérence qui a elle-même été déconstruite. Et quand quelque chose est déconstruit, on a tendance à ne pas rechercher cette cohérence parce qu'elle n'est plus là. Alors, je vais donner deux exemples. Alors, un exemple anecdotique qui est celui de la construction de Paris. Là, c'est pas qu'il n'y a pas de cohérence, c'est qu'il n'y a pas d'explication. Si on demande aux gens pourquoi y a-t-il 20 arrondissements à Paris, ils n'en savent strictement rien. Or, ça n'a pas été fait n'importe comment. Je ne dis pas ici que j'ai trouvé les documents qui expliquent ce que je vais dire. Je dis que j'ai simplement reconstruit le raisonnement qui a servi pour cela. Alors, à vous d'apprécier si ma reconstitution est légitime ou pas. Je lisais récemment, dans un excellent ouvrage de David Harvey, Paris, capitale de la modernité, que jusqu'en 1860, il n'avait existé que 12 arrondissements. Nous sommes ici d'ailleurs dans le 13e arrondissement, donc qui n'existait pas avant 1860. Vous savez que ça a été fait en récupérant des territoires, des communes, pas de territoire intégralement, mais une grande partie des territoires des communes limitrophes, comme Gentilly, comme Ivry, comme Montrouge, bon, bref. Et ce qu'on n'a pas expliqué, c'est pourquoi on était arrivé à 20 arrondissements, pas plus. Et alors, il y a une raison numérologique, en fait, à cela, selon moi. Je n'ai pas lu quelque part, mais je dis que c'est comme ça. Cette raison, c'est qu'il y avait un premier noyau de 4 arrondissements, qui correspond en gros à l'île de la Cité, l'île Saint-Louis, et puis l'hôtel de ville. Et il y a ensuite, on a construit 8 arrondissements supplémentaires autour, c'est-à-dire du 5e jusqu'au 12e. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et puis donc, à ce moment-là, on a construit encore 8 arrondissements qui se sont greffés par-dessus. Le 13e s'est greffé sur le 5e, le 14e sur le 6e, le 15e sur le 7e, le 8e, pardon, le 16e sur le 8e, le 17e sur le 9e, le 18e sur le 10e, le 19e sur le 11e et le 20e sur le 12e. Donc la raison est purement numérique, on a rajouté comme ça 8 à 8. Et comment je l'ai découvert? Tout simplement en réfléchissant sur la façon dont ces 8 arrondissements supplémentaires ont été mis en place, et je me suis aperçu qu'ils avaient été greffés tout simplement sur 8 arrondissements qui étaient déjà là, et qui avait un noyau de 4 arrondissements qui, lui, n'avait pas été affecté par n'avait pas été au contact de ces nouveaux arrondissements. Bon, c'est un exemple de méthodologie, je crois, assez simple. Maintenant, on va passer à un sujet un peu plus délicat, qui est la question du tarot, et des cartes à jouer en général. Pourquoi 78 lames dans le tarot?
Pourquoi 22 arcanes majeurs dans le tarot? Pourquoi 32 cartes dans le jeu de piquet, comme on disait au XVIIIe siècle? On pourrait dire aujourd'hui le jeu de la belote, que j'ai beaucoup pratiqué dans mon enfance, allez, en famille, avant de faire du bridge. Et alors, le bridge comporte plus de cartes que la belote. Que la belote, ça s'arrête au 7, et le bridge inclut le 6, le 5, le 4, le 3, le 2. Alors, un des problèmes qui se pose, déjà, c'est l'as, le statut de l'as, et le statut du cavalier. Normalement, l'as n'aurait pas à avoir le statut qu'il a, à la belote. Pourquoi est-ce qu'il y a le 1? Parce que c'est comme le 1. Et pourquoi devrait-on commencer au 2 à ce moment-là? Au bridge, c'est pareil. Entre le as qui a une valeur puissante, même au poker, regardez, l'as, le poker, c'est la carte suprême, et le 2, c'est la plus petite paire. C'est étrange, quand même, déjà. Donc, apparemment, l'as a connu une promotion absolument époustouflante, et même suspecte. Mais c'est pour compenser, pour des raisons que j'ignore, la perte du cavalier. Le cavalier qui est resté. Parce que dans le tarot, on a 4 honneurs et pas 3. On n'a pas l'as, en revanche, mais on a le roi, la reine, le cavalier et le valet. Perte du cavalier remplacée par l'as. Venons-en un peu plus loin. Donc voyez-vous, déjà il y a un échange. Il y a ce qui dérive et ce qui est dérivé. C'est paradoxalement le tarot qui dérive du jeu de cartes, qui nous apprend que initialement il est dérivé d'un jeu où il y avait 4 honneurs et non pas 3. C'est comme ça que je travaille. C'est comme parfois il y a des traductions qui nous renseignent sur un texte qui a disparu ou qui ne nous est pas parvenu complètement. Alors, si on ajoute 32 à 78, ou plutôt si on soustrait 32 de 78, on arrive à 46. 46, ce n'est pas un chiffre très satisfaisant. En revanche, 48, c'est beaucoup plus satisfaisant. Et ce que je vais montrer, c'est que, en fait, le tarot, on devrait avoir un jeu de 80 cartes et non pas de 78 cartes. C'est intéressant parce que Etela, justement, a eu cette intuition, puisqu'il a rajouté 2 cartes. Du moins, dans son jeu, dans son travail sur la cartomancie, sur les 32 cartes, il rajoute 2 cartes qu'il appelle d'ailleurs Etela, tous les deux, l'une pour le questionnant, l'autre pour la questionnante. Donc on arrive à un jeu de 34 cartes. Donc cette idée de 2 cartes à rajouter est chez Etela, mais elle n'est pas totalement développée de façon adéquate. Enfin, elle est là. Donc il n'y a aucune raison d'avoir un jeu de 78 cartes, on devrait avoir un jeu de 80 cartes. Je m'explique. Si on prend les arcanes mineurs, si on prend les cartes qui sont... si vous prenez les cartes le 6, le 5, le 4, le 3, le 2 et le 1, vous avez 6 cartes. 6 cartes multipliées par 4 couleurs, ça fait 24. Donc vous avez... Le tarot ajoute 24 cartes au système des cartes mineures qui sont le 10, le 9, le 8, le 7 et le 10, le 9, le 8 et le 7. Donc ça fait 4 fois, ça fait 10, 9, 8, 7, puis après 6, 5, 4, 3. 2. Mais je répète encore une fois, le problème de l'as a été résolu autrement, mais normalement, effectivement, on devrait avoir un système un petit peu différent. Mais ce qui nous préoccupe, c'est que à ces 24 arcanes mineures rajoutés aux cartes mineures déjà existantes, on devrait avoir en parallèle les honneurs existants, les cartes majeures existantes,
qui sont donc 4 fois 4, 4 fois 8, et ça fait 16, on aurait dû rajouter donc 24 cartes majeures, arcanes majeures. Et on n'en trouve que 22. C'est ça le problème. Vous voyez ce que je veux dire? On a un premier noyau, un peu comme pour Paris, on a un premier noyau avec 4 fois 4, 4 fois 4 honneurs, 4 fois 4 cartes mineures. Il y a un deuxième noyau avec 24 4, donc 4 fois 6 mineurs supplémentaires, qui devrait correspondre à 24 honneurs supplémentaires qu'on appelle les arcanes majeures. C'est comme ça que ça est construit. Donc pour moi, le tarot est une amplification du jeu de 32 cartes. Mais d'un jeu de 32 cartes qui comportait initialement, non pas l'as, mais le cavalier. Comme honneur. D'ailleurs, les honneurs, ce sont des cartes qui ont des figures, qui ont des images. Hein. Et l'as n'a pas d'image. C'est déjà une aberration bizarre. Voilà, donc ce que je voulais montrer, c'est qu'il n'y a aucun rapport entre les 22 arcanes majeures et l'alphabet hébraïque. C'est une pure et simple coïncidence, à moins qu'on ait voulu par la suite supprimer 2 cartes pour que ça corresponde à l'alphabet hébraïque. En tout cas, ce n'était pas le projet initial, et en plus, ça détruit le système. Tout comme hier, j'ai montré que dans le Sefer Yetzira, le fait d'avoir voulu avoir 7 lettres doubles pour correspondre aux 7 planètes a déséquilibré le système, et au lieu d'avoir 4 lettres mères, on n'en a plus que 3. Voilà. Donc il y a des choses comme ça qui sont un peu bizarres. Mais on peut expliquer, donc effectivement, l'influence peut-être de l'alphabet hébraïque sur le fait qu'on ait supprimé 2 cartes, sans se rendre compte qu'en supprimant ces 2 cartes, on cassait complètement l'équilibre, puisque au lieu d'avoir 4 fois 6, 24 arcanes majeures, on n'en a plus que 22. Ces 22, ils ne peuvent plus se diviser en 4 fois 6. Alors que les arcanes mineures, eux, ils peuvent se diviser en 4 fois 6. Au-dessus, bien entendu, du premier groupe de cartes qui allait du 10, le 9, le 8 et le 7. Donc ce sont les arcanes mineures de deuxième niveau, de deuxième génération, comme les arcanes majeures de deuxième génération. Donc, il nous revient maintenant d'essayer de comprendre comment les arcanes majeures se divisent en 4 groupes de 6. Parce que désormais, nous savons que nous avons une structure parallèle entre les arcanes majeures et les arcanes mineures, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Parce qu'on disait les arcanes majeures, les arcanes mineures, elles sont également réparties entre les 4 couleurs. Et puis les arcanes majeures, oui, bah, c'est comme ça, il y en a 22 qui se succèdent. Au lieu d'admettre l'idée qu'ils se constituent en 4 groupes, on dit elles se succèdent. Et c'est l'erreur dans laquelle d'ailleurs sont tombés la plupart des tarologues. Donc là, je ne vais pas le faire parce que je n'en suis pas là. Mais il est évident que désormais, il y a un champ de recherche qui s'ouvre tout à fait, à savoir, et que n'avait pas appréhendé était là, dans son travail critique, à savoir comment se répartissent les 4 groupes d'arcanes majeures. Et où sont-ils d'ailleurs ces 4 groupes d'arcanes majeures? Alors je disais en plaisantant tout à l'heure, je crois, que Etela avait eu l'intuition qu'il devait y avoir 24 arcanes majeures. Ou du moins, enfin, il y avait une sorte d'intuition, d'inspiration, puisque de fait, il a modifié 2 cartes. Il dit d'ailleurs dans son traité d'écartement-ci, il faut passer de 32 à 33. Et après, il va rajouter encore une autre carte, parce qu'il y a une carte pour le consultant et une carte pour le consultant. Bon, quelque part, donc il avait quelque part ce sentiment, il n'est pas allé plus loin, mais ce sentiment qu'il fallait rajouter quelque chose. Bon. En l'occurrence, si on a 24 arcanes majeures, il faut savoir où sont passés les 2 arcanes majeures qui ont disparu. Parce que ce n'est pas la solution de l'Etela qui est à retenir. Où sont-ils? Etela a essayé de trouver des structures. Il a trouvé, par exemple, que
il y avait les quatre, c'est-à-dire influencés d'ailleurs par Cours de Géblin, qui publie juste avant ses premiers travaux sur les tarots. Cours de Géblin publie le 8e volume de son monde primitif, et donc la lecture de ce monde primitif était là le propagateur, le divulgateur, le vulgarisateur des travaux de Cours de Géblin, qui sont parus vers 1781, donc juste avant les premières publications de la manière de se récréer avec le jeu de cartes nommé le tarot, qui date de 1781. Enfin, celui-là est de 1783, mais enfin, apparemment, c'est à peu près à ce moment-là que paraissent les 4 cahiers de la manière de se créer avec le jeu de tarot. Vous remarquerez d'ailleurs le titre un peu étrange, puisqu'il semble faire référence à un jeu de cartes pour jouer, pour s'amuser, et il ne fait absolument pas référence dans son titre, en aucune façon, à la dimension divinatoire, qui était évidente pour un cartomancien, mais qui n'est pas si évidente que ça pour ceux qui ont travaillé sur le tarot comme Cours de Géblin. Mais Cours de Géblin signale malgré tout qu'il n'est pas normal qu'il y ait trois vertus cardinales sur les 4, qui montrent la prudence, et lui, il trouve que la prudence, c'est le pendu. Alors, on peut en discuter, mais il explique que le pendu, il faut le remettre dans l'autre sens, et que, voilà, enfin bref. Et était là, emboîte le pas de Cours de Géblin sur cette histoire-là. Mais on voit bien que là, il y a une volonté de cohérence, tout comme, évidemment, il y a les 4 personnages qui sont apparemment assez proches les uns des autres, qui sont, du point de vue de leur image, c'est-à-dire l'empereur, l'impératrice, le pape et la papesse. On a des modules qui se laissent entendre qu'il y a quand même une certaine cohérence dans le tarot de 22 l'art, sauf que c'est pas tout à fait ça. Et moi-même, dans les mathématiques divinatoires, j'ai publié d'ailleurs un travail sur le tarot. J'ai même fait dessiner un tarot à l'époque. Ça s'appelle le tarot séphirotique, de 10 lames, et je mets les lames par 5 groupes de 2 cartes, dont les totaux font 22. Le 13 et le 9, le 14 et le 8, le 15 et le 7, le 16 et le 6, etc. Et donc, vous avez, et j'ai essayé de montrer aussi que la construction de ces lames qui sont complémentaires, il y a des structures communes qui reviennent. C'est un truc que j'ai fait donc, au début des années 80. Ça me servira peut-être par la suite, mais enfin, c'est simplement indicatif. Voilà, donc je vais vous laisser sur ces questions-là, en concluant que il faut un certain état d'esprit pour faire ce genre de recherche.